Bonjour, Thierry Chanel, ça c'est déjà bien. Hein. Parcours magique, magicien depuis, pendant longtemps. Et puis petit à petit, j'ai glissé vers la régie en travaillant pour principalement Team Silver, donc beaucoup moins sur scène, beaucoup plus backstage, à m'occuper un peu de tout et n'importe quoi qui peut se passer dans un numéro de magie. Aussi travaillant un peu pour les autres sur l'écriture de leurs numéros et puis aussi sur la régie de festivals de magie. J'ai rencontré la FFAP par le biais des congrès. Il y a de ça, c'était en 84, siècle dernier, vous ne connaissez pas. Et les congrès, l'élément le plus important d'un congrès, c'est les concours. Parce que c'est là où on voit tous les nouveaux magiciens, c'est là où on voit ce qui arrive, ce que les gens font, sur quoi ils travaillent. Et j'ai toujours suivi les concours avec beaucoup d'assiduité. Ayant suivi les concours, j'ai fini par me faire une petite idée de ce qui marche et ce qui ne marche pas dans les numéros de scène, de ce que le public apprécie et ce que les jurys recherchent et apprécient. Et voilà, de fil en aiguille, je me suis retrouvé dans les jurys des championnats de France sur plusieurs congrès. Et puis par la suite, en discutant avec le président de la fédération de l'époque, Peter Dean, on s'est dit qu'il fallait préparer mieux les candidats et qu'il fallait leur proposer une structure. Alors ces structures, elles existaient déjà, parce que ça avait été initié par Jo Maldera, un Grenoblois, qui était vice-président de la Fédé, ou secrétaire général de la Fédé à l'époque, et qui, pour les championnats du monde, montait une équipe d'accompagnement des candidats, tout un staff technique pour les répétitions, pour les lumières. On a mis en commun ce projet et ces idées de Jo Maldera avec des idées complémentaires qu'on avait avec Peter pour créer une équipe de travail, non pas seulement pour un concours, mais sur un travail de longue haleine, sur plusieurs années. Et c'est de là qu'est née l'équipe de France, dans lequel on a commencé à travailler, à préparer des numéros, à les travailler, alors en vue des concours et pas seulement, parce que le concours, moi je pense que c'est pas une fin en soi. La finalité c'est de travailler, la finalité c'est d'aller au contact du public, c'est de tourner dans des théâtres, mais le concours c'est un moyen de se faire reconnaître, c'est un moyen de se faire repérer par des organisateurs, par des producteurs, et puis c'est un enjeu, c'est un challenge en se disant à une date donnée, il faut être prêt. Et il faut être prêt avec des choses un peu originales qui vont faire qu'on va marquer la différence par rapport à d'autres magiciens. Le concours en tant que tel, les prix, c'est cool d'avoir un prix, mais moi je connais des gens qui ont été primés qui n'ont pas tourné et des gens qui n'ont pas été primés qui ont tourné. Il n'y a pas de règle. C'est pas parce que notre numéro il plaît à des magiciens qu'on va être embauché. Et c'est pas parce qu'on n'a pas atteint les points qui permettent d'avoir un prix que le numéro il peut pas tourner dans le grand public en ayant beaucoup de succès. Alors la première erreur, c'est d'aller trop vite. Ça c'est sûrement un élément sur lequel on pourrait même s'étendre longtemps vis-à-vis des jeunes magiciens. Là je vais faire le vieux con, hein, mais aujourd'hui avec Internet, avec tout ça, on a tout de suite. Et donc on veut être tout de suite le champion du monde, quoi. Or, pour monter un numéro, ça prend des années et des années. Moi, je vois trop souvent des gens qui sont pas prêts et qui grillent des cartouches parce que les concours, on peut pas en faire comme ça tout le temps. Les championnats de France, quand on les a fait une fois, on va pas les refaire l'année d'après. Donc, faut pas être pressé. Et ça, c'est... Se donner du temps, c'est une vertu qui est de plus en plus difficile à faire passer et que les gens sont pressés. Donc ça, pour moi, c'est le premier écueil, c'est de vouloir mettre la charrue avant les bœufs et d'aller trop vite. Après, conseil, faut avoir de l'originalité. Alors l'originalité, ça peut être dans le propos, ce qu'on va montrer, l'esprit, l'univers qu'on va apporter. Ça peut être dans les effets magiques, des effets pas encore vus, des effets nouveaux, ça c'est compliqué. Ça peut être dans la personnalité, on peut faire de la magie extrêmement classique,
mais avec une vraie personnalité tout à fait unique, originale. Et à ce moment-là, on va au moins emporter l'adhésion du public, ça c'est une évidence. Donc trouver sa particularité, trouver son originalité, pas copier sur les autres. Ni copier dans l'univers, ni copier dans le style, ni copier dans les effets magiques. Ce qui là aussi est encore compliqué. Et il faut de la maturité, donc il faut avoir un peu pris du temps, là encore. Parce que quand on est magicien, quand on est artiste de n'importe quel domaine, je pense qu'on commence d'abord par copier les gens qu'on admire. C'est pas une mauvaise chose, parce que quand on copie les bons, on copie des bonnes choses. Mais c'est pas pour autant que, dans le cadre d'un concours, ce soit acceptable. Et on le voit, les numéros qui sortent du lot sont tous des numéros originaux, uniques. Je vais prendre là, ces dernières années, numéros comme celui de Chris Torrent par exemple, un numéro de Magie Comique, vous irez voir sur internet, vice-champion du monde à Rimini, c'est quelqu'un de pas loin de chez vous, et c'est un numéro dans lequel il se bat contre un chien invisible dans un numéro de manipulation. C'est à la fois extrêmement original dans le propos, avec un personnage très attachant, ça fonctionne. Nathalie Romier, la championne de France de l'année dernière, avec un numéro qui mélange du quick change avec de l'imitation d'Edith Piaf et avec des gags, avec une poule qui réapparaît en permanence, c'est juste très bon. Et le champion de France actuel, Charlie, avec un numéro, alors dans un univers complètement différent, de recherche, une espèce de quête initiatique sur le temps, un numéro très posé, très calme, mais dans un univers là encore très original, voilà des numéros qui remportent des prix. Et puis à côté, on va retrouver la énième version d'un numéro de manipulation avec des CD et des cartes, et qui vont prendre les meilleures manipulations de Jordan Gomez avec les meilleures manipulations de Florian Saint-Vey. Ouais, c'est bien, c'est techniquement sûrement très bien, mais ça passera pas la rampe d'un concours parce qu'on les a déjà vus. Et ça, c'est toute la difficulté de se préparer à un championnat tel les championnats de France FFAP. Il n'y a pas de limite, entre guillemets, si ce n'est des limites budgétaires et des limites sur la capacité d'accueil dans un stage par rapport au nombre de coachs qu'on est capable de mobiliser à une date donnée. Dans la pratique, on travaille sur des promotions successives. Les anciens, tant qu'ils ont quelque chose à y faire, peuvent rester. Après, dès l'instant où ils ont commencé à voler de leurs propres ailes et de faire des championnats, genre championnat du monde, ils laissent un peu leur place à d'autres et à la limite, ils viennent aider. Après, les sélections se font au fil de l'année. Il y a 2 ou 3 stages de proposés. À chaque stage, des nouveaux sont invités pour prendre la température. Montrer ce qu'ils veulent faire, montrer ce qu'ils savent faire et montrer leur état d'esprit. Ça colle ou ça colle pas. Ça veut pas dire qu'ils sont mauvais, ça veut dire que leurs disponibilités sont pas compatibles avec les dates de travail de l'équipe de France. Ça veut dire que leurs attentes, on n'est pas capable d'y répondre pour des raisons techniques, pour des raisons matérielles, pour plein de raisons. Ou ça veut dire qu'il y a encore un travail personnel à faire très important avant que l'apport des coachs soit significatif et soit vraiment utile. Des fois, on voit des numéros qui sont trop brouillons, dans lesquels il y a sûrement des choses à faire, mais on ne le sent pas, on ne voit pas pour l'instant, il nous manque encore des éléments. Donc le candidat est renvoyé vers un travail à la maison, avec des devoirs, en disant écoute, voilà, ce serait bien de travailler comme ça, ce serait bien d'avancer dans telle direction, réfléchis sur ça, et reviens nous voir dans 1 an, dans 6 mois, dans 3 mois, avec des éléments un peu plus concrets et un peu plus tangibles. Et donc ça veut dire qu'il n'y a pas une campagne de recrutement en disant voilà, telle date, on fait un méga casting et puis on en prend 6 par exemple. C'est au fil du temps. En fonction des rencontres, en fonction des opportunités, que se constitue ce groupe de travail, parce que ce n'est qu'un groupe de travail. L'équipe de France en tant que telle, elle intervient dès lors qu'il y a un championnat. Mais le reste du temps, c'est des gens qui travaillent ensemble
Et tant qu'ils ne sont pas présentés officiellement par la fédération dans un championnat, ils font partie du groupe de travail et ils intégreront l'équipe de France en tant que compétiteurs le jour où ils seront sur un concours. Je travaille au quotidien avec et pour Team Silver. Ça, c'est ce qui occupe presque un plein temps pour moi depuis bientôt 8 ans. Le premier pour qui j'ai travaillé, vous le connaissez pas, mais le milieu magique l'a connu beaucoup, c'était Fabien Soudière, qui avait un numéro de manipulation de peinture et qui était extrêmement original. C'était un petit génie de la magie. Puis bon, il est parti dans d'autres directions, maintenant il est aux États-Unis. J'ai travaillé 3 ans pour lui. Une super rencontre a été Yann Frisch, que j'ai connu avant. Je suis allé, c'était pour préparer un congrès à Angers. Il faisait partie du club d'Angers et il avait 15 ans, peut-être à peine. Et puis je suis venu en tant que représentant de la fédération avec Jo Maldera pour une soirée, pour rencontrer le club d'Angers qui préparait le congrès. Et puis il y avait ce bonhomme-là, ce jeune, qui bougeait tout le temps, qui avait plein d'idées, qui est venu m'agripper en me disant moi je veux faire de la magie, je veux tourner, je veux faire des choses, etc. Et puis qui c'est ce garçon? Et puis je l'ai rencontré dans un concours, il avait un numéro de balle contact, balle rebond dans une poubelle, sur un thème de balayeur qui était avec un rythme incroyable. Et puis voilà, on a sympathisé. Il est venu bosser un peu chez moi. Le final de son numéro Baltas, il a été travaillé sur ce coin de table, à l'époque, mais c'était bien avant les championnats de France. Puis après, voilà, il s'est passé plein de péripéties. Il a eu un accident, il a arrêté pendant quelques temps la magie parce qu'il s'était blessé gravement. Et puis, il a repris et il a fait les championnats de France FFAP à Disney, champion de France. Il commençait à travailler avec Raphaël Navarro. Et puis après, on connaît son histoire, quoi. Je peux pas dire que j'ai vraiment travaillé avec Yann. J'ai surtout beaucoup suivi, surtout à ses vraiment tout début. Puis après, tous les gens de l'équipe de France, des anciennes promotions, que ce soit Florian Savet, Amaury Préau, Gaël Brinet. Je peux pas dire tous les noms parce qu'après ils vont tous être vexés que je les ai pas cités. Et puis encore plein comme ça, au coup par coup. Maintenant, je fais surtout du bricolage pour eux, quoi. Des petits trucages électroniques, des petits boîtiers qui commandent des choses, cachés dans les costumes, cachés dans le décor. Là, il y a Beryl à Bordeaux qui fait danser des ballons avec un boîtier que j'ai fabriqué. Florian, il a des lettres qui courent sur son costume avec une commande dans son dos que je lui ai fabriquée. Enfin voilà. Bon. Après, faire l'inventaire, c'est long. Puis des fois, c'est juste comme ça, un coup de main en passant. Un petit coup de téléphone, un débriefing par Internet, voilà, des numéros originaux sur lesquels j'ai donné. C'est plus des avis que j'ai donnés, quoi. Je pense à Jimmy Delp, qui a été primé aussi en magie comique au congrès de Nancy, avec lequel voilà, on a eu des échanges le soir par téléphone. Après, je peux pas dire que j'ai travaillé sur les numéros parce que c'est leur numéro. Ils ont la gentillesse des fois de m'appeler pour me demander un avis, je leur donne. Ça leur sert pas. Je sais pas. Des fois, je sais pas. Des fois, je vois un numéro passer, je me dis, tiens, ah ouais, il y a une petite idée à moi derrière. Mais je fais pas la liste. Plein, c'est des rencontres. Surtout, c'est les rencontres. Après, il y a des, je vais dire, dans les trucs bien frimes, où j'étais pas sur scène, mais c'est quand, avec Tim, on a fait la première partie d'Olympia. Être backstage, à faire que le numéro il fonctionne, c'est une super fierté, quoi. De voir le nom de Tim en rouge sur le fronton de l'Olympia, c'est juste la classe, quoi. Après, à titre très personnel, quand je faisais de la magie, je vais faire un spectacle pour un arbre de Noël dans un institut pour handicapés, où ma sœur travaille. Et puis, il y avait une petite fille au premier rang qui était les yeux écarquillés à suivre le spectacle de manière incroyable. Et puis, je me dis, il faut qu'elle participe, quoi. Donc, je la fais venir sur scène. Et là-dessus, il y a un gamin qui se lève, qui dit « Ah non, mais elle parle pas, elle est sourde, elle est muette, il faut que je l'aide. » Donc, je dis « Je viens de l'aider, quoi. »
Et là, je vois tous les éducateurs mais flipper de chez flipper, quoi. Et donc, moi, je fais le numéro, le gamin, il aide la petite fille, ça se passe super bien, c'est extraordinaire, enfin, on s'éclate, ça marche bien. Et puis, à la fin, je pars manger avec l'équipe d'éducateurs et qui me disent « Là, on a eu la peur de notre vie. » Parce que le gamin qui est monté sur scène, c'est juste un tordu, un tueur. On était sûr qu'il allait tout massacrer, qu'il allait lui pourrir la vie et tout. Et là, voilà, la magie. Il a été juste génial, quoi. Et voilà, c'est des trucs où on se dit, la magie, des fois, elle sert à quelque chose, elle amène des belles choses. Les belles rencontres, il y en a eu plein. Mais lesquelles j'ai pas fait l'inventaire. Comment c'est venu, comme beaucoup, hein, moi, la magie, elle est venue avec une boîte de magie de Dominique Webb, dont j'ai toujours le petit bouquin d'accompagnement, où j'avais rien compris à l'époque. Et puis après, je faisais des centres de vacances, je faisais plein de trucs, et donc j'ai fait de la magie en soirée, en veillée, pour amuser les copains, les copines. Je sais pas, j'avais 13-14 ans, quoi. Et puis ça m'a jamais lâché. Après, les inspirations, il y a quelques magiciens marquants, moi, pour leur personnalité, c'est Gaëtan Bloom, c'est Juan Tamariz, David Copperfield, bien évidemment, et puis des copains, des gens avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger beaucoup, qui m'ont fait, en fait, surtout réfléchir beaucoup. Yann, qui m'a pas mal provoqué sur la vision de ce que c'est que la magie. J'ai eu des discussions avec lui, enfin j'ai pris des leçons avec lui sur le sens de la magie, sur l'effet et comment on peut comprendre l'impact de la magie dans le regard des gens. Ça c'est, voilà, Yann, c'est je l'ai écouté pendant des heures m'expliquer et que je me rendais compte que j'avais rien compris. Et puis un autre aussi qui m'a beaucoup provoqué, que personne ne connaît, parce qu'il a arrêté la magie, il avait 19 ans. Il s'appelle Thibaut de Belloir, il est de Poitiers et il a fait des concours quand il avait 16 ans, 16-17 ans. Je l'avais rencontré à cette époque-là. Et pareil, on s'est retrouvés en vacances plusieurs fois parce qu'on était en vacances dans le même village. Et il avait une lecture de la magie, une lecture de l'écriture des numéros extrêmement intéressante, extrêmement provocante pour moi, qui était très traditionnelle, très classique. Et tout d'un coup, ces deux personnes m'ont ouvert les yeux sur une autre écriture, une autre façon de voir les choses où on pouvait avoir un propos différent. Et dans la même veine sur le regard de la magie, il y a quelqu'un comme Jean-Philippe Loupy qui est quelqu'un d'incroyable, dont j'ai toujours été absolument jaloux du regard critique qu'il peut avoir sur un numéro, la précision, la rigueur qu'il peut avoir. Et donc voilà, c'est des gens comme ça dont je me suis beaucoup inspiré, des discussions que j'ai pu avoir avec eux. Et puis quelqu'un qui m'a pas mal provoqué dans son travail, c'est un Allemand qui s'appelle Eberhard Ries, qui a été à l'origine de dizaines et de dizaines de numéros allemands qui ont été primés à travers le monde, qui a une écriture aussi, une façon de concevoir le numéro de magie bien à lui, qu'on ne peut pas imiter d'ailleurs. Certains ont tenté de l'imiter, ça ne marche pas. Mais c'est intéressant de regarder comment il travaille aussi, c'est intéressant de s'inspirer de ses méthodes. Après on crée les nôtres, mais voilà, c'est quelqu'un aussi de remarquable. Mais voilà, quelques noms comme ça. Surtout moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est d'être provoqué par des jeunes. Parce que bon, les anciens, ils ont tout vu, tout entendu, etc. Les jeunes, des fois, on les écoute pas assez. Et ces jeunes-là m'ont vraiment interpellé, quoi. Et surtout, ils m'ont bien pourri la vie, quoi, en me disant que j'avais rien compris. Et ils avaient raison, quoi. Et ça, c'est intéressant parce que ça fait grandir, ça fait progresser, quel que soit l'âge, quoi, d'être provoqué dans ce qu'on croyait être des certitudes, c'est flippant, mais en même temps, c'est bien, quoi. Si vous aviez connu l'époque où on achetait le paquet de Bicycle à 16 €, je dirais Bicycle juste pour le souvenir de comment je me suis ruiné à l'époque où je croyais que j'allais faire du close-up. Yann Frisch, même si Stone est quelqu'un d'exceptionnel.
Ben voilà, scène, bien évidemment. Ah. Bah faut regarder autour de moi. Apple. Non mais ça veut pas dire que Samsung est une mauvaise marque, mais pour le travail en régie, c'est le Mac. Voilà, je ne sais pas si vous êtes joueur, mais moi j'ai été joueur impénitent. J'ai même gagné un tournoi à Las Vegas. Et ça c'est vrai, j'ai gagné $80. Bon, pas avec ça que je deviendrai riche. Et grâce à l'As de cœur, c'est devenu une carte fétiche pour moi, elle est très particulière. Et voilà, j'allais perdre, il était 3h du matin et l'As de cœur est tombé et c'est moi qui ai fini la table. On va voir si toi tu as de la chance. Voilà, désigne une carte, celle que tu veux, un As, pique, trèfle... L'As de trèfle, ok, d'accord. Alors, ah oui, pour vérifier si tu as de la chance, en fait, j'ai pris les cartes dans un jeu, sauf une. Donc, en fait, le jeu de cartes, c'est un jeu à dos bleu, tu as choisi l'As de trèfle, et c'est le seul As à dos rouge, donc... Est-ce que c'est de la chance? Est-ce que c'est du hasard? Qu'est-ce qui se serait passé si à la place, par exemple, tu avais choisi l'As de carreau? Parce que c'était entièrement libre, d'accord? Donc ici, j'ai un As à dos rouge. Ah ouais, j'ai un deuxième As à dos rouge, j'ai un As à dos bleu, un troisième As à dos rouge, il y a un seul As à dos bleu, c'est l'As de carreau. Donc ça, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. En fait, c'est pas de la chance, c'est pas du hasard, c'est juste de la triche. Parce qu'en fait, ici, j'ai donc un As à dos rouge, un deuxième As à dos rouge, un troisième As à dos rouge. Ils sont absolument tous à dos rouge, tous sauf celui-là. Ça c'est bien parce que j'ai donc un bleu, un deuxième bleu, un troisième bleu, vous suivez? D'accord? Donc ça a commencé en fait au départ avec des cartes rouges, elles sont toutes rouges, il n'y a pas de problème. Et il me reste l'As de cœur. Et j'ai dit que c'était une carte spéciale, c'est vraiment une carte particulière. C'est cette carte qui m'a fait gagner dans un casino très particulier et grâce à ça j'ai gagné de l'or.